Camarades, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre programme estival un poil plus léger, mais qui va permettre de sortir plus de vidéos tout au cours de cet été, afin de tester l'algorithme YouTube. Jusqu'à présent, je pense que vous en conviendrez, on a quand même couvert pas mal de choses. On a étudié les Vikings, on a étudié les Normands de Sicile et les Mérovingiens. Mais jusqu'à présent, justement, on a pas mal étudié le côté peut-être un peu fun, ou du moins que je trouve fun, divertissant, les batailles, le côté épique, bref, on a plus étudié l'épée de la plume et l'épée. Mais le cœur de ma vidéo, le cœur de mon travail et de ma manière de bosser, eh ben, c'est les bouquins, c'est la plume. Vous pouvez pas savoir le nombre d'heures que je passe à étudier ces bouquins, à lire, à les comparer et à les critiquer. Et justement aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être l'idée d'un nouveau concept de vidéo où je vais vous présenter 3 bouquins, ça c'est 3 bouquins, sur 4 thèmes différents, au travers de quelques courtes vidéos sur la chaîne, et je vais vous dire pourquoi ces bouquins je vous les conseille, et qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à d'autres bouquins. Et le premier thème, aujourd'hui justement, on va remonter aux origines story de la chaîne, ça va être les Mérovingiens. Et je vous ai préparé 3 pépites. C'est parti. Le premier de cette liste, c'est le Jean Euclin, les Mérovingiens. Tout est dans le titre. Jean Euclin, il est doyen honoraire à l'université de Lille. C'est un spécialiste du haut Moyen-Âge et il a beaucoup bossé sur cette période et sur une région proche de la Gaule du Nord. Il a bossé sur les Mérovingiens et sur les Carolingiens. Il a même sorti son pendant de ce bouquin. Les Carolingiens, c'est la même couverture, c'est juste un poil plus épais, mais c'est pas la taille qui compte à ce qui paraît. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le petit. Et le petit, eh ben il en a dans le bide, qui ouvre à peu près tout, et il nous donne vraiment une idée de ce qu'était le monde mérovingien, justement. Mais revenons-en un peu à Jean Euclin, parce que le gars, c'est pas n'importe qui. Il est prof d'histoire médiévale et doyen honoraire à l'université catholique de Lille, justement. Et je vous disais qu'il a bien bossé sur la Gaule du Nord à cette époque. Il a sorti une thèse sur l'érémétisme en Gaule du Nord, et surtout un HDR sur les Carolingiens et les Mérovingiens et le clergé, toujours dans le nord de la Gaule. C'est donc un universitaire assez sérieux, et pour tout vous dire, il a même été conseillé par d'autres universitaires, puisque quand j'étais en licence, ce qui va remonter un petit peu maintenant, il avait été conseillé par mon prof d'histoire médiévale quand justement j'avais étudié les Mérovingiens lors d'une de mes UE. Et si je vous dis que ça remonte un peu, c'est parce que le bouquin date de 2014. Et si je suis capable de lire correctement le 4e de couverture, à l'époque, neuf il coûtait 25 €. Et c'est pour ça aussi que je vous le conseille, parce qu'il est pas très cher. Et que le neuf, eh ben il y en a plus tant que ça, parce que 2014, ça remonte. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver d'occasion sur des sites comme Apebooks aux alentours de 10 ou 15 €, ce qui est vraiment donné pour la pavasse que c'est, et qui couvre absolument tout. En plus que ce bouquin, eh ben, il a quelque chose que j'adore dans les bouquins d'histoire et qui est pas souvent employé. Il a des dossiers documentaires. Il a une dizaine de dossiers à la fin de chaque chapitre. Dedans, vous avez tout. Vous avez de la lettre, de la généalogie, de la carte, du compte-rendu d'ambassade, de la charte, vous avez absolument tout. De Charles Martel à Clovis, du baptême jusqu'à la déposition. Bref, les Mérovingiens, en un seul mot, eh ben, c'est un must-have à avoir. Mais je vais vous en dire un petit peu plus pourquoi. Ce bouquin, son point fort, en plus de son dossier documentaire, c'est ce qu'on appelle un manuel. En fait, on a tout qui est résumé là-dedans. Il est découpé assez simplement en 3 parties. La première va être une partie un peu contexte, où on va comprendre l'impact de l'arrivée des Francs, comment ils sont arrivés au pouvoir en Gaule, et surtout, pourquoi. On a des éléments de contexte sur les Visigoths, sur les Burgondes, les Vandales, et même les Huns, puisque je vous rappelle que les Francs, ils étaient divisés en 2, les Rhénans et les Saliens, et qu'une partie était avec les Romains, et l'autre avec les Huns, justement. Donc tous les bons éléments pour comprendre les 5e, 6e siècles mérovingiens, l'impact de la culture romaine et de l'administration romaine sur la royauté mérovingienne, l'impact du clergé, parce que Clovis, n'en déplaise à Jean-Michel Histoire de France, c'est pas tellement parfois que par praticité s'il se convertit au christianisme, mais surtout, eh ben, grâce aux dossiers documentaires, comme par exemple les chroniques de Jordanès, on a véritablement une immersion au sein du monde mérovingien, et ça, c'est un vrai plus. La seconde partie, quant à elle, eh ben, c'est peut-être celle que je préfère. Elle se résume à Clovis et à ses fils.
L'histoire de Clovis est résumée en à peu près 20-30 pages dans ce bouquin. C'est peu, vous me direz, mais quand on voit l'épaisseur du truc, c'est déjà pas mal. Clovis, c'est qu'une infime partie du monde mérovingien. Ça va quand même de 481 à 751, les méros. Donc bon, si c'était la moitié du bouquin sur un seul des rois, ce serait un peu abusé. Mais là, 20-30 pages là-dessus, c'est pas mal. On le verra un petit peu aujourd'hui, je vous spoil le reste de la vidéo, mais Grégoire, il en fait guère plus. Bref, vous avez donc tout ce qu'il faut sur Clovis pour comprendre les bases. Vous avez aussi pas mal de choses sur les fils de Clovis, sujet qui est pas super étudié, un peu comme son père, Childéric, qui lui justement figure dans la première partie. Et surtout, vous avez pas mal de choses sur les femmes dans le monde mérovingien, puisqu'il y a un petit événement qui va durer une 50aine d'années, qu'on appelle la Fède, et qui est une rivalité entre deux reines mérovingiennes, et qui a été pas mal étudié par les historiens, où certains ont fantasmé des choses sur la femme à l'époque mérovingienne, d'autres se sont amusés à déconstruire cette chose-là en disant que, en fait, c'était les mecs qui dirigeaient tout et elles dirigeaient absolument rien, et la vérité, comme partout justement, est un peu entre les deux. Et ce bouquin-là nous résume bien la Fède et l'impact que peut avoir une reine sur le royaume, sur son ego de mari, et surtout dans la politique mérovingienne. Elle est loin d'être le cliché de la ménagère de 50 ans qu'on imagine souvent. La troisième partie, quant à elle, est peut-être celle que je préfère le moins, mais qui est tout aussi capitale et importante. Elle trouvera son public. C'est la fin du monde mérovingien. Dedans, vous avez des personnages comme Dagobert, comme Charles Martel, vous avez des événements assez capitaux, comme Poitiers par exemple, ça aussi on en reparlera un jour, n'en déplaise à Jean-Michel Histoire de France, et surtout, tous les éléments de contexte qui vous expliquent pourquoi et comment les mérovingiens sont tombés. Parce que généralement, on nous dit que c'est à cause des Pipinides, que c'est à cause des mères du palais, que c'est les Carolingiens qui débarquent petit à petit. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un maire du palais? Pourquoi les haricots? C'est tout là-dedans, par exemple. Et je vais pas vous le spoiler, vous le lirez, et c'est vachement intéressant, et vous comprendrez très rapidement comment les mérovingiens ont terminé, et que la fin n'est pas si brutale que ça. Ni même qu'ils sont si décadents que ça. Mais bon. Ça, c'est pour les trois parties qui donnent un découpage assez pertinent, à mon sens. Mais c'est pas tout. Oui, il y a 3 parties et un dossier documentaire. Mais il y a aussi plein d'autres choses, outre ces joyeusetés, au sein de ces 3 parties. Vous avez tout ce qui fait la vie quotidienne mérovingien. Des détails qui peuvent sembler sans importance, mais quand on étudie ce monde-là, c'est important de le savoir et de les étudier. Des choses aussi basiques que le travail par exemple, le commerce, l'état des routes, le brigandage, les rapports du mérovingien avec la mer, puisque le franc, c'est pas trop son truc, la mer. Mais il fait quand même du commerce, surtout avec les îles britanniques. Bref, tout est là-dedans, et vous apprendrez des choses que vous soupçonniez pas, par exemple, c'est grâce à ce bouquin, on va essayer de parler correctement, ce bouquin, que je sais que les mérovingiens, ne mangeaient pas spécialement de champignons. Et quand on est quelqu'un de civilisé, comme eux, ou comme moi, ça vous étonnera pas, puisque le champignon ne se mange pas. Et si tu me dis le contraire, t'iras bouffer tes mycoses, et on en reparlera. Mais voilà, c'est le genre d'informations inutiles que vous pouvez trouver là-dedans, et qui sont quand même vachement intéressantes. Ce bouquin-là, je vous le conseille très fortement. Si vous deviez en avoir qu'un, sur les mérovingiens, ce serait celui-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette nouvelle série de vidéos par celui-là. Un Mustapha. Alors là, pour le deuxième bouquin, c'est un gros morceau. C'est même un très gros morceau, puisqu'on va s'attaquer au Clovis de Michel Rouche. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce bouquin, ça a été ma bible quand j'ai étudié Clovis, que ce soit à la fac, ou même pour cette série de vidéos. Par contre, vous en doutez un peu, surtout en le voyant, le bouquin, il est un peu vieux. Faut dire qu'il date de 96. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit né à cette époque. Du moins, sur cette chaîne, parce que oui, j'imagine que des gens étaient quand même nés à cette époque, moi-même j'étais tout minot et pas en l'âge de lire, mais j'étais bien là. Mais j'avais pas ça. Bref, il est un peu vieux, mais c'est quand même quelque chose de super important et qui est très sérieux. Surtout sur Clovis, où il y a quand même beaucoup de conneries qui sont dites et publiées chaque année. Là, ce bouquin-là, vous avez quelque chose d'universitaire et plutôt bien foutu. Mais faisons connaissance avec Michel Rouche, qui était, puisqu'il nous a quittés le 5 décembre de l'année dernière, prof à l'Institut catholique de Paris, prof à Lille 3 et à la Sorbonne.
Ouais, c'est un gros poisson. Et si ça ne vous convainc pas, il faut vous dire que il a été le prof de nombreux historiens, notamment Jean Euclin, mais surtout Bruno Dumézil, qui est peut-être l'altomédiéviste le plus brillant qu'on ait à cette époque. C'est vous le dire si je l'aime, le garçon. Si je l'aime tant, pourquoi je vais pas en parler dans mes vidéos aujourd'hui? Faut dire que j'aime me compliquer la vie. Alors j'ai pris un bouquin de son prof, mais son bouquin sur le baptême de Clovis, eh ben, va parfaitement bien en complément de celui-là. Puisque Bruno Dumézil ne reprend pas tous les travaux de Rouche, mais s'en inspire fortement et y fait référence. Bref, sur ce bouquin-là, il n'y a pas grand-chose à redire ou à critiquer. Il parle de Clovis, principalement, hein, c'est le titre, mais pas que. Les 7 premiers chapitres sont là aussi sur du contexte, et sur la Gaule en général, pas simplement le Nord. Vous avez des choses sur les Huns, encore une fois, sur les Burgondes, sur l'impact de l'armée fédérée parmi les Francs, justement, parce que certains ont combattu au sein de l'armée romaine, du coup, leur formation militaire, leur vision de l'armée et du pouvoir, tout est expliqué là-dedans. On comprend largement l'héritage romain des Francs, et pourquoi ces derniers se considèrent comme les héritiers de l'Empire dans la partie occidentale. Vous avez aussi des choses sur les Visigoths, sur les Huns, sur les Vandales, sur les Ostrogoths, les Burgondes, bref, comme le Euclin, vous avez absolument tout, et ce bouquin-là est découpé alors assez simplement. Vous avez les 7 chapitres de contexte, avec notamment par exemple le règne de Childéric, ce qui est assez rare pour être souligné, et 6 autres chapitres sur le règne de Clovis. Et j'espère que je vais ne pas planter parce que j'ai pas pris de notes. Vous avez son apparition au pouvoir, avec sa guerre contre Syagrius, vous avez des chapitres sur son baptême, évidemment, un chapitre sur son mariage avec Clotilde, sur le règne en lui-même, vous avez aussi un chapitre sur la guerre contre les Visigoths, les relations avec les Burgondes, l'Empire romain d'Orient, et évidemment, la mort de Clovis et le partage du regnum entre ses fils. Et enfin, un dernier chapitre en guise d'ouverture qui va se concentrer sur la fin de vie de Clotilde, elle qui va pouvoir voir justement l'émergence de ses fils en train de régner, et du coup au travers de son regard, on aura le règne des enfants de Clovis, jusqu'à la mort de cette dernière. Bref, si son découpage est assez cohérent et de ce qu'on attend d'une biographie, vous me direz, c'est pas ça qui m'ont fait prendre ce bouquin. Parce que c'est vrai qu'il est vieux et qu'il est sérieux, mais il y a quand même par exemple Bruno Dumézil qui a bossé dessus et qui fait des choses tout aussi sérieuses et qui sont beaucoup plus récentes. Ce qui m'ont fait prendre ce bouquin, il y a déjà le prix, mais ça on y reviendra, mais surtout comment il est composé. Puisque ce bouquin s'appelle officiellement Clovis, mais il a un sous-titre qui n'est pas sur la couverture, qui sont Clovis et 21 dossiers complémentaires. La richesse de ce bouquin, ce sont ses annexes. Vous avez des cartes, encore une fois, des généalogies, ce qui est encore une fois assez rare pour être souligné, et si vous avez bossé sur le Haut Moyen-Âge, vous savez à quel point c'est compliqué de faire une généalogie à cette époque, puisque les gonzes portent tous le même nom et s'inspirent de mythologie, du coup va démêler le vrai du faux. Mais surtout, eh ben c'est les 21 documents commentés. Dedans, vous avez absolument tout qui est traduit et commenté par Michel Rouche, plus les documents originaux. Ce qui veut dire que faut que soit vous ayez des bases de latin ou de grec, mais si vos samedis soirs sont nuls comme les miens, vous pouvez vous amuser à donner vos propres traductions de ces documents d'origine et comprendre en fait les traductions proposées, notamment par exemple les premières traductions qui faisaient de Clovis un chef de guerre sanguinaire qui massacrait tout le monde et qui donnait les âges sombres du Moyen-Âge, puisque dans ce bouquin, vous avez la lettre de Rémi à Clovis lors de son accession au pouvoir, et dans laquelle le texte est écrit en abrégé en latin justement, et où les premières traductions donnaient des propositions de type secundum bellice, où Clovis prenait le droit de la guerre sur la Gaule du Nord, qui donnait donc bien l'image sanguinaire du roi des Francs. Mais sauf que ces annotations donnent le fait que secundum bellice n'est pas la seule proposition qu'on peut avoir. On peut très bien avoir aussi secundae belgicae, et dans ce cas, Clovis s'inscrit dans l'administration de la Gaule belgique. Une transmission de pouvoir qui est beaucoup plus pacifique et beaucoup plus romain dans l'idée, et qui conforte donc encore une fois cette vision qu'avaient les Francs d'héritiers de l'Empire romain dans la partie occidentale. Oui, mes samedis soirs sont nuls, j'en conviens. Mais n'empêche que je pense que vous en conviendrez aussi si vous êtes intéressé par ça. C'est super passionnant d'avoir ces documents. Mais outre Rémi, vous avez tous les documents capitaux,
Vous avez par exemple la vision de Procope sur les Francs, donc une vision byzantine des Francs. Vous avez les lettres qu'ont échangé Théodoric et Clovis, ou Avitus et Clovis. Vous êtes donc au sein même des DM Messenger des rois de cette époque. C'est une immersion complète au 5e, 6e siècle, qui est passionnante à lire, et qui va vous permettre justement de comprendre les actions politiques, militaires, culturelles et religieuses de tous ces gars. Pourquoi, par exemple, Clovis va se convertir? Quelles sont les différences entre les Ariens et les Nicéens? Pourquoi les Burgondes et les Francs, bien qu'ils ne peuvent pas se piffer, vont bosser ensemble? Pourquoi les Visigoths sont une si grande menace? Et pourquoi les Ostrogoths, bien que loin de tout ça, vont avoir le rôle de arbitre dans la région, chapeauter tout et s'en prendre une, sur le coin du pif, quand Clovis va le décider. Bref, ces 21 dossiers documentaires sont vraiment une source capitale et sans précédent dans la bibliographie que j'ai à disposition pour bosser sur les Mérovingiens. Voilà pourquoi ce bouquin est là. Mais c'est pas tout. Ce qui m'a fait acheter ce bouquin aussi, je vous l'ai dit, c'est son prix. Puisque il est sorti en 96, et là encore je sais lire, il valait 160 francs à l'époque. Alors les maths, ça n'a jamais été trop mon truc, mais Google est là, et si on a une conversion à peu près correcte, avec l'inflation, tout ça, ça voudrait dire que ce bouquin vaudrait un peu plus de 30 € neuf aujourd'hui. Il les vaut largement. Mais là où il est bon, c'est que comme il est vieux, le marché d'occasion explose sur ce bouquin. Vous le trouvez partout, pour une bouchée de pain. Dans n'importe quelle librairie d'occasion, ou même dans des choses où vous l'attendiez pas. Par exemple, je l'ai trouvé chez Emmaüs pour 4 €. Celui-là, je l'ai trouvé en déstockage à Gilbert Joseph pour 6 €. Et comme je peux pas connaître dans toutes les villes dans lesquelles vous êtes et faire le tour de vos librairies, j'ai fait le taf pour vous sur internet, et vous le trouvez effectivement sur des sites comme Recyclivre, comme eBooks ou Momox, entre 4 et 6 € en moyenne, en comptant les frais de port. Autrement dit, ce bouquin coûte absolument rien. Et si on veut faire un peu de spéculation, ce qui n'est pas trop mon rôle, mais ce qui arrive dans les bouquins, eh ben c'est le moment de l'acheter. Parce que le marché du bouquin, sur des pépites comme ça, eh ben on va sur des chiffres qui vont très très vite quand ils sont plus édités et qui sont plus vendus, ou alors qu'en occasion. Mais bon, ce bouquin-là est véritablement une pépite et une source à avoir quand on veut étudier Clovis, un bouquin sérieux, universitaire, pas cher, et qui en plus, petite cerise sur le gâteau, est bien mieux écrit que tout ce que vous pouvez trouver jusqu'à présent. Donc vous n'avez plus aucune raison d'acheter un De Villiers qui coûte 5 fois son prix, qui raconte n'importe quoi, et qui en plus est écrit avec les pieds. Enfin, troisième et dernier bouquin pour aujourd'hui, puisque je vous l'ai dit, j'ai envie de faire des vidéos courtes, j'ai aucune idée du format final, ça se trouve on va faire comme d'habitude, ou on va faire 10 minutes, vous allez savoir, vous êtes dans le futur, vous savez tout. Ce troisième et dernier bouquin, justement, eh ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore étudié jusqu'à présent, et qui pourtant fait partie des bouquins que j'ai majoritairement dans ma biblio. C'est une source, et c'est pas n'importe laquelle, c'est le Grégoire de Tours, l'histoire des Francs, ou l'histoire des rois francs. C'est selon la traduction. Et je vous l'ai choisi, c'est parce que jusqu'à présent, on a vu un manuel avec le Jean Euclin, on a vu une biographie avec le Clovis, et il fallait donc qu'on voit une source. Comme ça, vous avez les 3 types de bouquins capitaux pour la première vidéo, et je pense que c'est pas mal. Sans compter qu'avec ces 3-là, vous pouvez couvrir à peu près toute la période, et ça de manière sérieuse, pour à peu près moins de 30 €, encore une fois, si je suis pas mauvais en maths. Soit le prix d'un bon bouquin, vous en avez 3. C'est pas mal, ne remerciez pas. Bref, si je vous ai pris le Grégoire, c'est parce que c'était une source, justement, et une source qui est à la fois sérieuse, quelque peu controversée, et qui va me permettre de parler, justement, de la critique de source. Alors, pour faire connaissance avec Grégoire, on va faire ça très vite, puisque je vous l'avais déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos sur les sources pour les Mérovingiens. C'est un évêque auvergnat, peut-être pour ça que je l'ai choisi, hein, et que du coup, eh ben, il finit évêque à Tours. Il a commencé à Brioude en tant que diacre, mais part vite à Tours quand il a 33 ans à peu près, pour reprendre la place de son cousin en tant qu'évêque. Et Grégoire, eh ben, il nous a laissé un témoignage important. Il nous a laissé l'histoire des rois francs, ou l'histoire des francs, qui sont un ensemble de 10 bouquins, dont les premiers, on s'en bat littéralement les noix, puisque vont des origines, à savoir des origines chrétiennes, Adam, Ève, tout ça, jusqu'à la mort de Saint Martin en 397. Aucun rapport jusqu'à présent.
Mais ce qui nous intéresse, c'est les bouquins qu'il a laissés après, qui concernent justement des événements dont il a été témoin, ou alors dont il a entendu parler. Puisque Grégoire, je vous le rappelle, il est mort en 594. Il a donc connu pas mal des choses sur le début mérovingien. Oui, encore une fois, c'est la période que je préfère, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Désolé. Bref, Grégoire va donc tout nous raconter sur les Francs, depuis l'arrivée de Clovis jusqu'à sa mort en 594. Et au travers d'anecdotes, de petites histoires, et de choses qui sont pour le coup soit interprétées ou détaillées, mais ça, on y reviendra. Le point fort de Grégoire, c'est qu'il arrive à nous immerger au sein du monde franc, au travers des discours directs, en donnant la parole à ses personnages, puisqu'on lui a rapporté des faits, ou alors il a été témoin de ces faits. Mais le problème de ce bouquin, c'est que Grégoire, en fait, il écrit à la fin de sa vie. Hein, c'est normal, c'est une sorte de mémoire, et c'est là qu'il avait le temps de le faire. Sauf que du coup, quand t'es vieux et que t'écris ce genre de choses, les événements que t'as pas connus ou qu'on t'a rapportés, t'as tendance à les abréger le plus rapidement possible pour pas dire trop de conneries, bien qu'il en dit, et ceux que t'as connus mais quand t'étais tout minot, gamin, ou que t'étais à l'époque de l'abitur avec les copains, ne sont pas plus détaillés, et du coup tu gâtouilles souvent et tu racontes, là aussi, des conneries. C'est donc un témoignage d'époque qui est capital, mais qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais bon, on va rentrer un petit peu dans le détail, c'est pas si mal que ça, dans le fond. Vous avez par exemple toute une partie sur Clovis, qui fait, si j'ai bien compté encore une fois, 21 pages. Ce qui serait peu, vous me direz, mais encore une fois, Clovis, c'est pas tous les mérovingiens, Euclin lui-même a fait entre 20 et 30 pages, et 21, sur un petit machin comme ça, c'est pas mal, et elles sont super complètes. Le seul problème, c'est que là-dedans, Grégoire nous donne quasiment aucune date. Pour dater les choses, il se sert des guerres, des morts et des naissances. Faut pas oublier que Grégoire, il avait écrit les quinquennalia aussi, et qu'il en est sûrement inspiré pour écrire ça, puisque c'était un recueil de faits historiques sur les Francs justement qu'il écrivait tous les 5 ans. Grosso modo, il nous disait, entre telle année et telle année, il s'est passé ça, ça, ça et ça, sans donner une date. Et là, c'est un peu la même ambiance. Là-dedans, par exemple, quand on va à la ligne, on sait pas si c'est passé 2 semaines ou 2 ans entre 2 événements. C'est donc assez compliqué à suivre. Et c'est pour ça que ce bouquin, entre autres, je le conseille pas à des débutants, ou alors en complément par exemple des 2 autres qu'on a vus plus tôt. Parce que si vous lisez que ça, vous avez tendance à le prendre pour argent comptant, et du coup, vous serez les premiers à dire des conneries sur les mérovingiens, puisque Grégoire lui-même en dit beaucoup. Puisque, autre fait, mais ça, si vous lisez des sources, je pense que vous êtes habitués, elle est pas exempt de conneries et d'approximations que Grégoire a faites volontairement ou involontairement. Puisque Grégoire, je vous l'ai dit, il est auvergnat. Et nous, on est quand même assez chauvin. Il est austrasien. Sauf que son job, il est à Tours, il est en Neustrie. Et du coup, Grégoire, quand il y a un conflit entre Neustrie et Austrasie, se rappelle ses racines auvergnates et critique volontairement les rois de Neustrie pour glorifier ceux d'Austrasie, et toutes les actions de ceux de Neustrie. Donc du coup, si vous le prenez au premier abord, ce bouquin, vous aurez tendance à penser que les Neustriens sont des connards et que les Austrasiens sont des gars bien. Alors qu'encore une fois, la vérité, comme dirait Mulder, elle est ailleurs. Mais bon, si on fait fi de ça, ou que simplement vous êtes habitué à la lecture de sources, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez important, surtout à mettre en complément avec les autres bouquins. Grégoire, c'est une source capitale pour le début méro. L'autre source, c'était Frais des Guerres, et elle se concentre plutôt sur la fin du monde mérovingien. Je vous l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai préparé que 3 bouquins, j'aime les choix cornéliens, et je préfère le début du monde mérovingien. Mais surtout, qu'avec Grégoire, ça vous fait une introduction à la critique de source. Et ça, c'est pas mal. Enfin, au niveau de la douloureuse, là aussi, c'est pas mal. Puisque par exemple, mon édition Folio, là, m'a coûté à peine 10 balles. L'histoire des Francs, de Grégoire, elle est éditée constamment. Elle est rééditée, elle est réannotée, mais c'est toujours la même traduction et les mêmes textes d'origine. Et plutôt qu'une édition, par exemple, de l'Aube des Peuples, que pourtant j'adore, qui coûte aux alentours de 20 €, là vous pouvez l'avoir pour pas cher du tout. D'ailleurs, les sources en elles-mêmes sont souvent des bouquins qui coûtent très cher, aux alentours de 20, voire 30 €, et parfois même 50 pour certaines que j'ai trouvées, notamment chez nos amis les Normands de Sicile. Là, pour 10 balles,
en format poche, vous avez exactement le même texte que sur n'importe quelle source de Grégoire, et pour pas cher. Et du coup, comme je vous le disais, si on la met en complément du Clovis et du Jean Euclin, vous avez non pas les reliques de la mort, mais les 3 meilleures bases, selon moi, pour commencer à étudier les Mérovingiens, et ça pour moins de 30 balles, justement. Ce qui n'est pas mal du tout, puisque je pense que vous en conviendrez là aussi, le bouquin, ça coûte cher. Et si on peut en avoir 3 sérieux pour le prix d'un seul, moi à votre place, je foncerai. Et voilà, je pense que pour une première, vous avez déjà pas mal de choses à lire avec ces 3-là. Surtout que on va se revoir assez vite. La deuxième... assez vite, hein? Ah, assez vite. On va se revoir assez vite, parce que la deuxième, eh ben, je vais vous la sortir courant juillet aussi, si tout va bien. Et ce petit spoiler, on va bosser sur cette transition Antiquité-Moyen-Âge, ça ira donc parfaitement avec ces 3 bouquins-là. Et si jamais, parce que je vais faire un peu le rabat-joie, vous êtes à la fac, à la rentrée prochaine, que vous avez une UE sur les méros, avec ces 3-là, et avec les 3 autres que je vous prépare, vous aurez des bases solides si jamais les chargés de TD ne vous donnent pas les biblios. Je suis passé par là, courage à vous, je sais que c'est compliqué. Mais bon, j'ai pas fait le rabat-joie plus longtemps, j'espère que ce nouveau format vous plaît, j'espère que ces 3 bouquins, vous les connaissiez pas, ou si vous les connaissiez, eh ben, peut-être que vous avez le même avis que moi, et ça vous confortera à vous en servir pour bosser avec. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, je sais pas trop comment on va conclure ça. Je vous dis à la prochaine, c'est encore le plus simple à faire, prenez soin de vous, et le bisou.